Muhammadu Buhari, le président nigérien, rencontrera son homologue américain Barack Obama. Le terrorisme sera au cœur des échanges. Au Bénin, le Premier ministre en charge du développement a rencontré les lauréats béninois de la première promotion de la Fondation Tony Elumelu ce mercredi. Enfin, en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a proposé un projet de loi. Il vise à pardonner aux personnes poursuivies pour corruption contre remboursement. Nous sommes jeudi 16 juillet. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a proposé un projet de loi visant notamment à pardonner aux personnes condamnées ou poursuivies pour corruption, à condition qu'elles remboursent à l'État les sommes illégalement perçues. D'autre part, toute personne ayant tiré profit de faits en rapport avec la corruption financière devra présenter un dossier à une commission qui sera mise en place si le projet de loi est approuvé par le Parlement. Dans ce cas, la conciliation se fait en échange du paiement d'une somme d'argent égale à la valeur de l'argent public détourné ou du profit obtenu, à laquelle s'ajoute un taux de 5% pour chaque année depuis les faits, ce qui permet l'annulation définitive des poursuites. Notons que la corruption était largement pratiquée sous le dictateur déchu Zine El Abidine Ben Ali. Devant le Conseil des ministres, le président Caïd Essebsi a jugé que sous le régime de Ben Ali, de nombreux fonctionnaires n'avaient eu d'autre choix que d'obéir aux ordres. Pour la présidence, il s'agit de rétablir un climat de confiance au sein de l'administration, d'améliorer le climat des affaires et d'encourager aux investissements. Les nouvelles de la crise burundaise, le président ougandais Yoweri Museveni a confié ce mercredi à son ministre de la Défense la suite de la médiation dans cette crise après 24 heures passées à Bujumbura. Durant son séjour, Yoweri Museveni a pu discuter avec les différents acteurs de cette crise et a obtenu leur engagement à dialoguer jusqu'à un accord. Reportage. 24 heures après son arrivée à Bujumbura, le président ougandais Yoweri Museveni a levé le camp ce mercredi. Le nouveau médiateur de la crise burundaise a quitté l'hôtel Bel Air où se tenaient les discussions, laissant le relais à son ministre de la Défense qui est attendu ce jeudi dans le pays. Le parti au pouvoir au Burundi et les partis de l'opposition et la société civile se sont mis d'accord pour négocier intensivement, sans interruption et rapidement pour arriver à un accord. En somme, un séjour sans grande avancée, mais qui semble être apprécié des différentes parties. Je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. Un dialogue que le ministre ougandais de la Défense est appelé à poursuivre dès ce jeudi dans un contexte toujours tendu où l'opposition réclame que l'élection présidentielle déjà reportée au 21 juillet soit encore retardée, chose à laquelle s'oppose le pouvoir, arguant d'un risque de vide institutionnel à l'expiration du mandat de Pierre Nkurunziza le 26 août prochain. En République démocratique du Congo, l'ONU s'inquiète de l'augmentation des violations des droits de l'homme, une situation qui perdure depuis le début de l'année et qui devient alarmante à l'approche d'une série d'élections dans le pays. Au total, 1481 cas de violation des droits de l'homme ont été recensés de janvier à juin 2015, soit une hausse de 30% par rapport au semestre précédent et de 21% sur un an. Selon le rapport des Nations Unies, ces violations touchent au droit de la liberté d'expression, à l'intégrité physique et au droit de réunion pacifique et ont été majoritairement commises à l'encontre d'opposants politiques, de membres de la société civile et des journalistes par des agents de la police.
Une autre information en bref, la guerre contre le terrorisme et contre le groupe islamiste Boko Haram sera au cœur des discussions que le président nigérien Muhammadu Buhari aura lundi à Washington avec son homologue américain Barack Obama. Une annonce faite par les autorités nigériennes. Le président Buhari, qui a fait de la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram la priorité de son mandat, fait face à une vague de violence depuis sa prise de fonction le 29 mai. Plus de 660 personnes ont péri au Nigeria en un mois et demi. La priorité lors des discussions entre le président Buhari et le président Obama ainsi que d'autres responsables du gouvernement américain, ce sont les mesures à prendre pour renforcer et intensifier la coopération bilatérale et internationale en matière de lutte contre le terrorisme au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Parmi les autres sujets qui seront abordés lors de la première visite à Washington du nouveau président nigérien figure la lutte contre la corruption, l'autre grande priorité du président nigérien. Au Kenya, le centre commercial Westgate de Nairobi va rouvrir ses portes cette semaine. La réouverture du Westgate intervient près de 2 ans après que les islamistes Shebab somaliens y avaient perpétré un bain de sang. Les détails. Le 21 septembre, vers midi, en pleine heure de pointe, 4 hommes armés de grenades et de kalachnikov avaient fait irruption dans le Westgate au Kenya. Comme tous les samedis, l'hypermarché du centre commercial, ses restaurants et autres boutiques de mode étaient bondés de représentants de la classe moyenne kenyane et d'expatriés. 67 personnes au moins allaient tomber sous les tirs du commando qui très vite allaient se retrancher dans le bâtiment et tenir tête 4 jours durant aux forces de l'ordre aidées par la configuration des lieux. 2 ans après le massacre, le centre commercial rouvre officiellement ses portes samedi. Mardi, des peintres passaient une dernière couche au mur du bâtiment ouvert quelques heures aux journalistes. Une partie du toit du bâtiment s'était effondrée dans les affrontements entre assaillants et forces de l'ordre. Cette section à l'arrière du centre commercial n'a pas été accessible mardi. Selon les propriétaires de l'immeuble, les mesures de sécurité avaient été renforcées sur les recommandations d'une unité internationale de lutte antiterroriste. Notons que, depuis l'attaque du Westgate, les Shebab ont multiplié les attaques spectaculaires au Kenya, auxquelles ils reprochent son intervention militaire dans le sud somalien. Le Kenya a lancé son armée à la poursuite des Shebab en octobre 2011 et a depuis intégré une force de l'Union africaine en Somalie, composée de 22 000 hommes et chargée d'épauler les fragiles autorités de Mogadiscio dans leur lutte contre les islamistes. Direction le Burkina Faso où la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui invalide le nouveau code électoral alimente depuis lundi la polémique. La Cour ouest-africaine a en effet invalidé les dispositions du nouveau code électoral qui exclut notamment ceux qui ont soutenu Blaise Compaoré dans sa volonté de modifier l'article 37 de la Constitution. Mais que pensent les acteurs du droit électoral burkinabé de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Je vous propose de suivre ici les analyses de professeur de droit Abdoulaye Soma et du docteur en sciences politiques Abdoul Karim Saïdou. Ils sont au micro de notre correspondant Claude Ramba. Les dispositions du code électoral sont difficilement défendables si l'on veut examiner les choses d'un point de vue scientifique, objectif, au regard du droit. Donc j'avais signalé le problème que posait ce code électoral et j'avais également dit qu'il va être extrêmement compliqué que le code électoral résiste à l'analyse objective et résiste à la censure du juge communautaire CEDEAO, ce qui s'est révélé vrai. Quand vous regardez la charte, on vous dit que le changement anticonstitutionnel du gouvernement est interdit. Mais après, on vous définit ce que c'est qu'un changement anticonstitutionnel du gouvernement. Donc, si vous voulez sanctionner une personne pour changement anticonstitutionnel du gouvernement, il faut que vous arriviez à ranger le comportement, les actions de cette personne dans une des catégories définitionnelles du changement anticonstitutionnel du gouvernement. Et donc, cette opération de qualification doit être faite avant toute sanction. Ce qu'on n'a pas eu, c'est que le Burkina Faso n'a pas pris le soin de faire. C'est ça en fait le problème. On ne dit pas que les personnes ne doivent pas être sanctionnées, mais les personnes doivent être sanctionnées suivant un processus qui n'a jamais été respecté. Le code électoral existe, la Cour de justice a dit son droit, il faut que nous interprétons le code électoral d'une manière conforme à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est un mécanisme juridique d'interprétation des normes qui est tout à fait possible. Et c'est le Conseil constitutionnel qui peut et qui devrait assurer cette interprétation conforme.
La question de savoir que vaut la charte africaine, la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, qui est aussi un document international, un document régional adopté dans le cadre de l'Union africaine. Et dans ce texte-là, il est bel et bien écrit que les auteurs des changements anticonstitutionnels dans les différents pays ne sont pas éligibles aux élections organisées dans le cadre de la restauration de l'ordre démocratique. Donc, qu'est-ce que ça vaut, cette disposition? Est-ce à dire que la charte de l'Union africaine ne vaut rien aujourd'hui? Voilà, ça c'est une question que je pose. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander au Parlement burkinabé de modifier encore les codes électoraux lorsqu'on sait que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance interdit les modifications de la loi électorale 6 mois avant les élections, tant qu'il n'y a pas de consensus au sein de la classe politique. Donc, est-ce qu'en voulant redresser une situation, entre guillemets, d'injustice, on a le droit de violer notre principe juridique, notre loi? Le Bénin, à présent, le Premier ministre Lionel Zinsou, en charge du développement, a tenu une séance de travail avec les 10 lauréats béninois de la première promotion du prix de la Fondation Tony Elumelu. La rencontre était destinée à féliciter et à encourager ces entrepreneurs dont les projets ont été sélectionnés par la dite Fondation. Précisons que le programme de la Fondation vise à former, financer et accompagner près de 10 000 jeunes entreprises des 54 pays d'Afrique avec une cagnotte de 100 millions de dollars. Et parlons justement de cette rencontre entre le Premier ministre et les 10 lauréats béninois de l'aide de la Fondation Tony Elumelu. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'intervention de Lionel Zinsou qui est revenu sur la nécessité de promouvoir ce genre de sponsoring pour l'essor économique du continent africain. Suivons ensemble. On est très fiers que dans les appels à projets, vos projets d'entrepreneuriat aient été retenus. Nous trouvons tout à fait remarquable ce qui est fait par la Fondation Elumelu, unique en Afrique, à la fois généreux et inspiré. Généreux parce que c'est un homme qui a créé une fondation et c'est 100 millions de dollars de budget qui vont être consacrés sur 10 ans à encourager 10 000 entrepreneurs et 10 000 projets d'entreprise. C'est sans commune mesure, sans précédent en Afrique, et d'ailleurs assez rare dans le monde, une initiative personnelle aussi puissante. Et c'est inspiré parce que je crois que, en effet, vous représentez des innovations dans un certain nombre de domaines. Les énergies renouvelables, les sciences de la vie, les sciences de la terre, les projets autour de l'agriculture. Enfin, vous êtes dans le numérique, vous êtes vous allez nous en parler tout de suite, vous êtes dans toute une série de projets, vous et vos 1000 collègues de 51 pays. Et c'est exactement ce qui demain représentera le tissu d'activité économique du continent. Donc vous êtes représentatif de l'Afrique des années 2030. Qui se prépare évidemment en 2015. Bon. Il faut grosso modo que votre taux de succès soit le plus élevé possible, parce que l'idée c'est 10 000 entrepreneurs, 1000 par an, finiront par créer 1 million d'emplois. Voilà qui met un thème à cette édition. Madame, Monsieur, merci de